Alain Delon n'a pas simplement laissé derrière lui une filmographie légendaire et une aura de star intouchable. Il a laissé un empire financier enveloppé de secrets, une famille fracturée et un chaos judiciaire qui continue de faire trembler les tabloïds en 2025. Lorsqu'il s'est éteint le 18 août 2024 dans son domaine de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, le silence qu'il avait si farouchement préservé toute sa vie s'est mué en un tumulte assourdissant. Les estimations de sa fortune ont oscillé follement. Certains parlaient de 50 millions d'euros, d'autres montaient jusqu'à 150, 2 cents, voire 300 millions selon les spéculations les plus folles relayées par la presse. Mais au-delà des chiffres, personne, pas même ses enfants, ne parvenait vraiment à cerner la réalité exacte de cet héritage. La véritable guerre n'était pas seulement une question d'argent. Elle portait sur le contrôle absolu, le contrôle de son nom, de son image, de ses droits moraux perpétuels, de ses sociétés offshore et de l'héritage symbolique qu'il avait construit pierre par pierre. Une fille, Anouchka, semble avoir hérité de la clé de voûte de cet empire. 2 fils, Anthony et Alain Fabien, ont crié à l'injustice, à la manipulation, à l'abus de faiblesse. Des comptes bancaires gelés, des testaments contestés, des donations remises en cause, des procédures qui traversent les frontières franco-suisses, et même des prétendants inattendus issus d'une ancienne rumeur de paternité. Tout cela a transformé ce qui aurait dû être une transmission paisible en un véritable champ de bataille. Alain Delon avait pourtant juré, dans une interview à l'Illustré en 2019, « Je ne veux pas d'une curée comme pour Johnny Hallyday ». Ironie du sort, en cherchant à tout maîtriser jusqu'au bout, il a peut-être lui-même allumé la mèche. Aujourd'hui, sa fortune n'est plus un legs serein. C'est un puzzle explosif, un héritage de mystères, de rancœurs et de secrets bien gardés. Et c'est précisément cette obsession du contrôle qui a forgé sa légende et qui menace aujourd'hui de la détruire. Dans cette vidéo longue et approfondie, nous allons plonger au cœur de cet empire Delon, ses origines cinématographiques, ses empires commerciaux en Asie, ses propriétés mythiques, ses stratégies fiscales discrètes, ses relations familiales compliquées et enfin la guerre successorale qui fait rage depuis sa mort. Préparez-vous, ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu être immortel et qui, dans la mort, a semé le chaos. Les fondations d'un empire, du cinéma à la maîtrise totale de son image et de ses revenus. Alain Delon n'est pas devenu une légende uniquement grâce à son charisme magnétique à l'écran. Il l'est devenu parce qu'il a très tôt compris une vérité implacable dans le monde du show-business. Le talent seul ne suffit pas pour durer. Ce qui compte vraiment, c'est le contrôle. Contrôle de son image publique, contrôle des droits sur ses films, contrôle des flux financiers qui en découlent. Dès les années 1960, alors que le cinéma français vivait son âge d'or, Delon a refusé de n'être qu'un acteur salarié, un pion sur les plateaux des autres. Il voulait être le maître du jeu. Sa carrière explosive commence vraiment avec des rôles iconiques qui marquent l'histoire. Rocco et ses frères de Luchino Visconti en 1960, où il incarne un jeune boxeur déchiré par la pauvreté et la famille. Le Guépard de Visconti en 1963, où son élégance aristocratique transperce l'écran. Puis Le Samouraï de Jean-Pierre Melville en 1967, ce film culte qui cristallise son image de tueur froid, solitaire et impeccable. Ses performances ne se contentent pas de le propulser au rang de star mondiale. Elles lui rapportent des cachets astronomiques pour l'époque. À son apogée, Delon exigeait souvent plus d'1 million de francs français par film, une somme colossale qui le plaçait parmi les acteurs les mieux payés d'Europe, rivalisant même avec les géants hollywoodiens. Mais il ne s'arrête pas là. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui se contentaient de percevoir leur salaire et de passer au film suivant, Delon décide de transformer ses succès en actifs durables. En 1968, il franchit une étape décisive. Il fonde sa propre société de production, Adèle Productions, parfois orthographiée Adèle ou Adeline dans certains documents anciens. Cette structure lui permet de produire ses propres films, mais surtout de détenir une part significative des recettes non seulement au box-office, mais aussi sur le long terme, droits de distribution, rediffusion télévisée, ventes internationales, édition vidéo puis DVD et streaming. Parmi les productions marquantes d'Adèle, Monsieur Clyde de Joseph Losey en 1976, nommé cette fois au César, est devenu un classique du cinéma d'auteur, ou encore des polars et drames qui renforcent son image d'acteur-producteur exigeant. Cette décision n'était pas anodine. En devenant producteur, Delon passait d'interprète à propriétaire intellectuel. Il contrôlait non seulement ce qu'il jouait, mais comment ses films étaient exploités, vendus et monétisés des décennies plus tard. C'était la première pierre d'un patrimoine multigénérationnel, des revenus passifs qui continueraient à rentrer même quand il ralentirait sa carrière devant la caméra. Adèle Productions a produit une vingtaine de films jusqu'en 1988, démontrant que Delon n'était pas seulement un beau visage, mais un businessman avisé capable de gérer budget, équipe et négociations internationales. Pourtant,
Le vrai coup de génie arrive un peu plus tard, en 1978, lorsqu'il crée Alain Delon Diffusion SA, basée à Genève, en Suisse. Cette société devient le véritable cœur battant de son empire commercial. Pourquoi la Suisse? Parce que ce pays offre une discrétion bancaire légendaire, une fiscalité attractive pour les holdings et une neutralité qui protège des regards indiscrets. Alain Delon Diffusion n'est pas une simple coquille. Elle va transformer le nom Alain Delon en une marque de luxe exportable à l'échelle mondiale. Tout commence avec les parfums. Inspiré par l'immense succès d'Eau sauvage de Dior, dont il est le visage emblématique depuis les années 1960, Delon lance sa propre ligne masculine. Samouraï, sorti dans les années 1990, devient un best-seller fulgurant, surtout en Asie. Suit Shogun en 2001, un parfum boisé floral musqué avec des notes de bergamote, basilic, sauge et feuilles de tomate, qui séduit par son élégance fraîche et intemporelle. Ces fragrances ne sont pas des gadgets, elles sont vendues dans des milliers de points de vente à travers le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est. Le nom Delon, associé à l'élégance française, au mystère et à la virilité sophistiquée, résonne parfaitement dans ces marchés où les stars occidentales sont perçues comme des icônes de prestige. Mais il ne s'arrête pas au parfum. Alain Delon Diffusion étend la marque à une gamme impressionnante. Montres de luxe, lunettes de soleil, champagne et cognac estampillés, bières spéciales, bijoux, meubles de gamme et même des lignes de vêtements et accessoires. Chaque produit porte sa signature, un logo discret, une esthétique minimaliste et masculine qui évoque immédiatement le samouraï ou le guépard. Au Japon, par exemple, le marché représente parfois plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la marque. Selon des estimations d'experts marketing de l'époque, le seul nom, Alain Delon, générait plusieurs millions d'euros de ventes par an rien qu'en licence. Cette stratégie rappelle les empires de licensing des stars américaines comme Paul Newman avec ses sauces salades ou George Clooney avec son tequila. Mais Delon est l'un des rares Européens à l'avoir fait à une telle échelle, et surtout avec une discrétion extrême. Tout est géré depuis Genève. Contrat de licence signé avec des géants comme Mazda, pour le modèle Capella au Japon, Rémy Martin pour le cognac en Asie, ou encore Dior pour prolonger l'association sauvage. Les produits estampillés Alain Delon se vendent dans plus de 90 pays à son apogée. Ce qui rend cet empire si opaque et si fascinant, c'est la structure même des sociétés. Alain Delon Diffusion SA, comme beaucoup d'entités suisses de ce type, n'a pas d'obligation publique de publier ses comptes détaillés. Pas de bilan annuel accessible au grand public, pas de transparence forcée sur les actionnaires ou les flux. Cela permet une exposition fiscale minimale et une protection maximale contre les curieux, journalistes, fisc français ou même sa propre famille. Des analystes financiers ont longtemps spéculé qu'une grande partie de sa fortune était détenue offshore via des holdings en cascade, des trusts ou des comptes numérotés. Delon évitait systématiquement les questions sur ses affaires dans les interviews. La presse se focalisait sur ses rôles, ses amours tumultueuses, pas sur ses bilans comptables. Cette obsession du secret s'étend à sa vie personnelle. Même ses enfants les plus proches n'avaient qu'une vision floue de l'ensemble. Selon plusieurs biographes, Delon maintenait un cercle ultra restreint, avocats suisses, conseillers fiscaux, un ou deux managers de confiance. Personne d'autre n'avait accès aux clés du coffre-fort. Au début des années 2000, la société évolue pour devenir Alain Delon International Distribution, toujours à Genève, toujours hyper rentable. C'est via cette entité que sont gérés les droits à l'image, les licences perpétuelles, les contrats dérivés. Et en 2023, dans un geste qui allait enflammer la succession, Delon transfère 51% des parts d'Adid à sa fille Anouchka. Ce n'est plus seulement une question familiale. C'est une passation de pouvoir économique. Anouchka devient non seulement héritière, mais gardienne de l'empire commercial que son père a mis des décennies à bâtir. En résumé, cette première phase de sa vie financière montre un homme qui a transformé une carrière d'acteur en machine à cash durable. Les forteresses de l'ombre, propriétés mythiques, symboles de contrôle et refuges impénétrables. Alain Delon n'a jamais vécu comme un simple mortel. Il a construit sa vie comme un empire fortifié, où chaque résidence n'était pas seulement un lieu de vie, mais une déclaration de pouvoir, une barrière contre le monde extérieur et un prolongement de sa légende personnelle. Ses propriétés n'étaient pas choisies au hasard. Elles reflétaient son obsession pour la discrétion, la sécurité absolue et l'idée d'un contrôle éternel, même sur sa propre fin. Du cœur de Paris à la campagne française, en passant par les hauteurs calmes de Genève, ces lieux formaient un réseau de bastions où l'argent coulait à flot pour entretenir une solitude choisie et une invulnérabilité apparente. Commençons par le joyau parisien, celui qui incarnait le summum de l'élégance urbaine. Le triplex au 42 avenue du Président Kennedy, dans le 16e arrondissement, face à la Seine et avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel.
Cet appartement mythique, d'environ 700 à 780 mètres carrés selon les sources, était un chef-d'œuvre art déco rénové avec un goût impeccable. Pierre de taille, volume vertigineux, terrasse suspendue, cheminée monumentale et une décoration mêlant meubles classiques français et touches modernes, tout respirait la domination discrète. Delon l'avait acquis dans les années fastes et il y recevait le gratin, ami du cinéma, personnalité politique et bien sûr ses compagnes d'alors. Ce n'était pas un simple logement. C'était une vitrine de son statut d'institution vivante. En 2012, il décide de s'en séparer. La mise en vente par Paris West Sotheby's International Realty fait sensation. Prix demandé record de 46 millions d'euros, soit environ 60 000 euros le mètre carré à l'époque, un chiffre astronomique qui plaçait ce bien parmi les plus chers de Paris. Ce n'était pas une vente par nécessité financière, c'était un choix stratégique. Delon, déjà retiré en partie, préférait concentrer ses forces sur ses autres forteresses. Aujourd'hui, avec l'inflation immobilière et le marché du luxe parisien, un tel triplex vaudrait sans doute bien plus. Mais à l'époque, cette transaction a cristallisé l'image d'un homme qui vendait même ses rêves au prix fort, sans regret. Comme il a déclaré plus tard, « Je n'ai aucun regret ». Mais la véritable forteresse, celle où il a choisi de finir ses jours et où il repose désormais, c'est le domaine de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, connu sous le nom de la Brûlerie. Acheté au début des années 1970, ce vaste ensemble s'étend sur environ 120 hectares, une superficie colossale pour une propriété privée en France rurale. Bois dense, étangs, prairies, allées privées, tout est clos, surveillé, inaccessible sans autorisation. Delon en a fait un royaume personnel, un lieu où il pouvait disparaître du monde médiatique, tout en maintenant une cour réduite autour de lui. Au fil des décennies, il y a investi des fortunes en rénovation, agrandissement de la maison principale, construction d'annexes, installation de systèmes de sécurité high-tech, caméras, alarmes, gare 24 juillet, 3 piscines, dont une intérieure, une salle de cinéma privé, un stand de tir, des écuries, des jardins paysagers entretenus par une équipe dédiée. L'entretien annuel, des estimations parlent de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire jusqu'à 2 millions par an quand on inclut personnel, jardinier, cuisinier, soignants et frais divers. C'est une machine à dépenser, mais aussi un symbole. Delon n'était pas à la retraite, il était intouchable. Et puis il y a les détails qui révèlent l'âme profonde de l'homme. Au cœur du domaine, il a fait bâtir une chapelle privée, petite mais solennelle, conçue exclusivement pour sa propre sépulture. Pas une chapelle familiale ouverte aux autres, une déclaration solitaire. À proximité, un cimetière pour ses chiens, ses compagnons les plus fidèles, enterrés avec soin, comme pour défier la mort elle-même. Delon a souvent répété qu'il faisait plus confiance aux animaux qu'aux humains. Ce cimetière n'est pas un caprice excentrique. C'est une mise en scène pragmatique et brutale de sa vision du monde. Loyauté animale éternelle, méfiance humaine permanente. Il voulait reposer là, entouré de ceux qui ne l'avaient jamais trahi. En 2025, après sa mort, le domaine reste un casse-tête successoral. Estimation récente aussi entre 5 et 10 millions d'euros pour l'ensemble, maison plus terrain plus aménagement. Mais certains parlent de valeurs plus hautes quand on ajoute les objets d'art, meubles et souvenirs accumulés. La famille est divisée. Un des héritiers s'oppose fermement à une vente, voyant en Douchy un sanctuaire à préserver. L'entretien continue de coûter cher et la succession gelée empêche toute décision rapide. C'est devenu un poids autant qu'un trésor. Enfin, la Suisse, terre de discrétion par excellence, complète ce tableau. Delon y possédait d'abord une villa à Chembougerie, ou Chabougerie selon les orthographes, puis un appartement haut de gamme dans le quartier huppé de Champel-Florissant, à Genève. Situé au 7e étage d'un immeuble bourgeois, avec terrasse panoramique, piscine intérieure, vue sur le lac et les Alpes, cet appartement valait plusieurs millions de francs suisses, estimation autour de 3 à 5 millions d'euros selon les sources de 2024 à 2025. Anouchka y a résidé longtemps, et c'est laquelle a géré une partie de la convalescence de son père après son AVC de 2019. La Suisse n'était pas un choix de confort passager. C'était stratégique. Fiscalité avantageuse pour les revenus de licence, confidentialité bancaire, proximité des avocats et conseillers qui géraient Alain Delon International Distribution. Les frontières calmes, les formalités discrètes, les questions rares, tout cela protégeait l'empire des regards français. Même après sa mort, ces biens suisses compliquent la succession. Droits croisés, fiscalité binationale, procédures parallèles à Genève et Paris. Ces propriétés ne sont pas de simples actifs immobiliers. Elles incarnent la philosophie de Delon, accumuler pour verrouiller, isoler pour contrôler, construire pour durer. Mais comme tout empire bâti sur la solitude, elles ont un prix caché. Le coût financier énorme, entretien, sécurité,
personnelles, rendaient l'héritage difficile à assumer pour quiconque n'avait pas la même fortune. Et surtout, elles ont cristallisé les fractures familiales. Qui vivra à Douchy? Qui paiera les gardes? Qui vendra le triplex ou l'appartement genevois? Ces lieux, pensés pour l'éternité, sont devenus les premiers champs de bataille de la succession. Dans la partie suivante, nous plongerons plus profondément dans le mystère de la fortune réelle, estimation chiffrée, actifs cachés offshore, vente d'art, et pourquoi personne ne s'accorde vraiment sur les 50, 150 ou 300 millions d'euros évoqués. Le mystère des chiffres, combien valait vraiment Alain Delon en 2026? La vérité derrière les 50, 150 ou 300 millions. Janvier 2026. 1 an et demi après sa mort, personne n'est encore capable de donner un chiffre exact et définitif de la fortune d'Alain Delon. Les médias continuent de danser une valse infernale. Le Parisien parle de au moins 150 millions d'euros. Le Figaro évoque entre 180 et 220 millions. Le journal du dimanche a titré « L'Empire secret ». Plus de 300 millions? Et certains avocats proches du dossier, sous couvert d'anonymat, murmurent même le chiffre fou de 400 millions. Alors, qui dit vrai? Personne. Et c'est exactement ce qu'Alain Delon voulait. Parce que sa fortune n'a jamais été conçue pour être lue comme un bilan classique. Elle était fragmentée, dispersée, cachée derrière des couches de sociétés suisses, de trusts, de comptes numérotés, de contrats de licence à durée illimitée et de droits moraux perpétuels. Il n'y avait pas un coffre. Il y en avait des dizaines, disséminés entre Paris, Genève, Zurich, Liechtenstein et probablement quelques paradis fiscaux dont on ne connaîtra jamais le nom. Essayons de reconstituer, pièce par pièce, ce que l'on sait aujourd'hui, en 2026. Les revenus de marque encore actifs, le trésor qui continue de grossir même après sa mort, Alain Delon International Distribution Hadid, la holding genevoise génère encore entre 8 et 14 millions d'euros par an en 2025, selon les estimations des experts mandatés par le tribunal de Paris. Parfum Samouraï et Shogun, toujours vendus au Japon, en Corée, en Chine, à Taïwan. Lunettes de soleil Alain Delon. Licence renouvelée jusqu'en 2031 avec un groupe coréen. Montre. Contrat avec un fabricant. Suit jusqu'en 2029. Droit à l'image pour publicité rétro, Mazda, Rémi Martin, etc. Royalties automatiques. Réédition Blu-ray, 4K, plateforme streaming. Chaque diffusion de Le Samouraï, Plein Soleil ou Le Guépard rapporte encore des centaines de milliers d'euros par an. Seul problème. Personne ne sait exactement combien rapportent ces contrats, car les comptes d'Hadid ne sont toujours pas publics. Anouchka, détentrice de 51%, refuse de les communiquer tant que les procédures judiciaires ne sont pas terminées. L'immobilier, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, domaine de Douchy, valeur estimée entre 12 et 18 millions d'euros en 2026, terrain plus bâtisse plus aménagement, point appartement de Champel florissant à Genève, vendu discrètement en mars 2025 pour 6,8 millions de francs suisses, environ 7,2 millions d'euros, point autre bien moins connu, un appartement à Monaco, vendu en 2018, une maison en Corse jamais déclarée publiquement, et surtout des parts dans des SCI immobilières françaises et suisses, dont on découvre l'existence au fur et à mesure des investigations. L'art et les objets de collection, le jackpot caché, Delon était un collectionneur obsessionnel. Vente aux enchères chez Bonham en juin 2024, 8,3 millions d'euros, tableau de Delacroix, montre Patek Philippe, armes anciennes, vente privée en 2023. Une toile de Nicolas de Staël revendue 4,2 millions, mais il restait dans ses coffres. Des dessins de Goya, des armes de samouraï authentiques, des manuscrits, des lettres de Visconti, des costumes de film. Estimation totale de la collection restante, entre 25 et 40 millions d'euros selon les experts. Les comptes bancaires et les placements offshore, c'est là que tout devient flou. Compte suisse connu. Environ 18 millions d'euros gelés à l'UBS et au Crédit Suisse, devenu BS. Compte découvert en 2025 au Liechtenstein. 11 millions. Un trust aux îles Caïmans mentionné dans des documents notariés. Valeur inconnue. Un compte à Singapour alimenté par les royalties asiatiques. Estimé à 20 à 30 millions. Des obligations, des lingots d'or physiques, des crypto-monnaies, rien n'est exclu. Un avocat parisien spécialisé dans les successions internationales a déclaré en off « On découvre tous les 6 mois un nouveau compte ou une nouvelle structure. C'est comme une poupée russe. À chaque fois qu'on ouvre une société, il y en a une autre derrière. Les droits moraux perpétuels, l'arme nucléaire de l'héritage en France, les droits moraux sur l'image et l'œuvre d'un artiste sont inaliénables et perpétuels. Anouchka, désignée unique détentrice par le testament de 2022, peut interdire ou autoriser toute utilisation de l'image de Delon, pub, documentaire, deepfake, etc. Bloquer ou monétiser toute réédition de films. Refuser des hommages, expositions, biopics. Ce pouvoir-là ne se chiffre pas en millions.
Il se chiffre en contrôle absolu sur la mémoire d'un mythe. Et ce contrôle vaut, à lui seul, des centaines de millions sur plusieurs décennies pour les dettes et les charges. L'autre face de la médaille, entretien de Douchy, environ 1,8 million d'euros par an, point droit de succession déjà payé. Plus de 28 millions d'euros en 2025, point frais d'avocat des 3 enfants plus exécuteurs testamentaires. Estimé à 12 millions cumulés à ce jour, point d'impôt sur les revenus de marques non déclarés découverts par le fisc français. Une procédure en cours qui pourrait atteindre 40 millions. Bilan réaliste en janvier 2026, estimation la plus sérieuse à ce jour. Actifs bruts, entre 220 et 280 millions d'euros, point après dette, impôts et frais. Environ 160 à 200 millions nets à partager. Mais le vrai chiffre, celui que personne ne connaîtra jamais. Parce que Delon a passé sa vie à effacer ses traces financières comme on efface des empreintes dans le sable. Il voulait que même après sa mort, on continue à se demander « Mais combien il avait vraiment, le vieux ?» Et c'est peut-être ça, la plus grande victoire de sa vie. Être parti en laissant derrière lui non pas une fortune claire et propre, mais un labyrinthe. Un empire dont les portes ne s'ouvrent qu'avec des clés qu'il a emportées dans sa tombe. Il voulait être éternel. Il a réussi. Même mort, il continue de régner par le mystère. Les prétendants inattendus, les enfants Boulogne, la rumeur Harry et le spectre d'un redécoupage total de l'héritage. Parmi les nombreux rebondissements qui ont marqué la succession d'Alain Delon depuis sa mort en août 2024, l'un des plus explosifs et des plus inattendus reste l'affaire Boulogne. Cette saga, qui remonte aux années 1960, a ressurgi comme un fantôme en 2025, menaçant de bouleverser complètement le partage prévu par le testament de 2022. Au centre, Harry Boulogne, de son vrai nom Christian Aron Boulogne, photographe et musicien décédé en 2022, qui a passé sa vie à affirmer être le fils biologique caché d'Alain Delon. Aujourd'hui, ce sont ses 2 enfants adultes, Blanche et Charles Boulogne, qui portent le flambeau, réclamant une reconnaissance post-mortem et une part d'héritage. L'histoire commence dans les années 1960, au sommet de la gloire de Delon. Harry est né en août 1962 d'une relation brève mais passionnée entre Alain Delon et la chanteuse et actrice allemande Nico, Christa Pavjan, icône du Velvet Underground. Nico a toujours affirmé que Delon était le père biologique. Delon, de son côté, n'a jamais reconnu légalement l'enfant. Il a même tout fait pour éviter tout test ADN de son vivant. Procédure judiciaire bloquée, refus catégorique, déclaration publique niant la paternité. Harry a grandi sans père officiel, élevé par Nico et son mari Alain Boucheron, puis par sa grand-mère. Toute sa vie, il a porté ce doute comme une blessure ouverte, publiant des photos, des lettres, des témoignages pour tenter de prouver le lien. Il est mort en mai 2022 d'une overdose, sans avoir obtenu de reconnaissance. Après la mort de Delon, les enfants d'Harry, Blanche, nés en 1990, et Charles, né en 1995, ont relancé l'affaire. Dès juin 2025, ils ont saisi la justice française pour une recherche en paternité post-mortem. Leur objectif, obtenir un test ADN sur les restes de Delon ou, à défaut, sur ses enfants reconnus, pour établir la filiation. Si prouvé, cela les ferait entrer dans la succession comme héritiers réservataires, au même titre que les 3 enfants légitimes. Les implications seraient massives. En droit français, les enfants naturels, même non reconnus de vivants, peuvent réclamer une part successorale si la filiation est établie judiciairement après décès. Le Code civil prévoit une réserve héréditaire. Les descendants directs ont droit à une quotité minimale, la moitié pour un enfant, les 2/3 pour 2, les 3/4 pour 3 ou plus. Si Blanche et Charles sont reconnus, le nombre d'héritiers passerait à 5. La réserve augmenterait, et le testament de 2022, qui favorise Anouchka à 50%, serait partiellement remis en cause, car il ne peut pas priver les réservataires de leur minimum légal. Calcul approximatif, basé sur des estimations de fortune nette autour de 200 millions d'euros, avec 3 enfants. Anouchka 50%, Anthony 25%, Alain Fabien 25%, mais contesté. En 2026, plus d'1 an et demi après sa mort, la succession reste gelée. Les comptes bloqués, le domaine de Douchy qui coûte une fortune à entretenir sans que personne ne sache qui va payer, les royalties qui continuent de rentrer mais que personne ne touche vraiment, les avocats qui s'enrichissent, et une famille qui se déchire pour des questions qui vont bien au-delà de l'argent. Qui était vraiment aimé? Qui méritait vraiment le pouvoir sur son nom? Qui a trahi qui? Alain Delon voulait être immortel. Il l'est devenu, mais pas comme il l'imaginait. Pas comme un mythe intouchable, mais comme un symbole tragique. Celui de l'homme qui a tout verrouillé pour éviter la curée, et qui a fini par la provoquer lui-même. Le samouraï est parti, mais son ombre plane encore. Sur les écrans quand on revoit le guépard au plein soleil. Sur les parfums samouraï qui se vendent toujours au Japon.
Et surtout dans ce tribunal franco-suisse où ses enfants continuent de se battre pour des miettes d'un empire qu'il a bâti seul, dans le silence et la solitude. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au fond, que la gloire, même absolue, ne protège pas des blessures familiales. Que l'argent et le pouvoir, quand ils sont mal partagés, réveillent les pires rancœurs. Et que parfois, le plus grand contrôle finit par créer le plus grand désordre. Dites-moi dans les commentaires. Vous pensez qu'Anouchka a raison de garder le contrôle sur l'image de son père, ou que les frères ont été injustement écartés? Et surtout, est-ce que vous croyez qu'Alain Delon a vraiment tout prévu, ou qu'il a sous-estimé l'amour et la haine que l'on porte à un père absent? Si cette vidéo vous a captivé, si vous avez ressenti le poids de cette tragédie moderne, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des grandes histoires du cinéma et des coulisses de la gloire, et activez la cloche. Partagez-la autour de vous, parce que parfois les fins les plus douloureuses sont celles que les caméras n'ont jamais filmées. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Parce qu'au final, l'héritage le plus précieux, c'est pas l'argent, c'est le temps qu'on leur a donné. À bientôt.